C'est comme si ton cerveau n'aurait jamais su sur quoi se baser. Il va simplement aller chercher des faits qu'il connaît. OK? Alors, le cerveau, il n'observe pas par lui-même, mais il prend des comparatifs. Et où que je veux en venir avec ça aujourd'hui, c'est que j'ai la chance d'en déprogrammer le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, de recevoir deux invités qui me tiennent à cœur. Et le premier, Julien, il va nous parler de crypto-monnaie. Et crypto, le Bitcoin, j'ai l'impression que c'est comme un peu, notre cerveau nous fait des billets. On ne sait pas quoi en penser, à part souvent le juger ou le détester. Plus tard dans l'émission, je vais t'élaborer encore plus qu'est-ce que la distorsion cognitive. J'ai envie de t'aider, moi, dans la vie, parce que moi, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Alors aujourd'hui, on ne laissera pas la distorsion cognitive ou nos comparatifs nous créer des biais. On va aller chercher l'information où qu'il se doit. Et là, aujourd'hui, avec Julien, on va aborder le sujet du Bitcoin. Et j'aurais entendu parler que ça serait lié avec Epstein. Non, mais qu'est-ce qu'on n'entend plus? Savais-tu que le Bitcoin, c'était une des seules monnaies qui était en réalité une valeur mondiale égale? Ça veut dire quoi, là? Ça me fait penser à quelque chose quand je suis allée au Texas, moi. J'ai réalisé que le Mexique appartenait avant... Le Texas appartenait au Mexique. Pourquoi je te dis ça? Je me suis dit dans ma tête, pourquoi qu'on a des frontières? Pourquoi qu'on n'est juste pas tous égales, tous unis? Pourquoi qu'on s'aime juste toutes pas égales? Bien, j'ai découvert que le Bitcoin a les mêmes valeurs que moi. Il est égal, lui, que ce soit au Mexique, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, c'est égal partout. C'est ça. Fait que Around the World, c'est sur cette toune-là que j'accueille mon invité, Julien McBonny, aujourd'hui, pour nous parler de la crypto-monnaie. Alors, le micro est à toi. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup de l'invitation, vraiment. Donc, mon nom est Julien Bonny. Je suis président cofondateur de Value X. C'est une entreprise québécoise. On est en opération depuis 2019. Puis on aide les Canadiens et les Québécois à acheter et vendre la crypto-monnaie, donc principalement le Bitcoin. On les aide aussi à sécuriser leurs avoirs, donc pas se faire voler, pas se faire scam sur Internet. On n'est pas une banque, donc on est vraiment un broker, donc on est un service transactionnel où que les gens nous envoient leurs fonds, puis on leur fait une transaction pour leur envoyer l'équivalent en Bitcoin. Moi, je suis là-dedans depuis très longtemps, ça va faire 13 ans cette année que j'ai entendu parler du Bitcoin la première fois, puis que j'avais ma première entreprise là-dedans en 2014 où que j'ai aidé les gens à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement sur Internet pour notamment les dons, les donations, puis les paiements internationaux, si je peux dire. Et donc, j'ai navigué pas mal là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'a servi comme entrepreneur là, de pouvoir financer mes différentes entreprises. Puis, ben, on est là aujourd'hui. OK, reculons. 2013. Ouais. Moi, écoute, à côté, je travaillais, je faisais des congrès. Là, ça m'est jamais venu à l'idée. On en a entendu parler. Comment ça, toi? Puis la personne que toi, tu m'écoutes en ce moment à la maison en direct, on est présentement en direct d'ailleurs sur Facebook, sur Priscilla Audet. Si vous voulez nous voir la face, vous n'êtes pas obligé, c'est pas nécessaire. Et sinon, merci de nous écouter au 96.9 CJMD Lévis en direct. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu la confiance ou l'information pour dire, ben, crime, j'ai ça de dire le mot j'embarque, là, mais t'as embarqué dans cette game-là qui, réalité, qui est immense aujourd'hui. Puis j'ai cette question-là. Puis deuxième question, ce serait aujourd'hui, on pourrait comparer ça à quoi? Du fait qu'il y a sûrement quelque chose en ce moment qui existe que les gens n'y croient pas. Tu sais, ils font comme ça, vont penser. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un background en finance à l'Université Laval. Donc, je pense que mes études m'ont aidé pas mal là-dedans. Et puis, par la suite, c'est sûr qu'il y a quand même des notions de finance. Et c'était pas sûr aussi. Là. À cette époque-là, c'était peut-être pas aussi sûr qu'aujourd'hui. Donc, c'était pas un coup de dé, mais quand même, il fallait avoir des très, très fortes convictions. Mais ce qui m'a aidé, c'est que je me suis vraiment formé. Donc, je me formais sur YouTube, sur Reddit dans ce temps-là. Donc, évidemment, il n'y avait pas de cours d'université. Eux il y avait qui rien. les formaient, si toi, tu allais voir les gens, eux, ils prennent leur information. Mais en fait, c'est qu'il y a c'est une communauté open source. Donc,
tout était tout était ouvert. Donc, on avait ça sur les différents forums. J'étais sur les forums Bitcoin Talk pour voir vraiment là, les développeurs et les gens de la communauté, ce qu'ils pensaient de cela. Puis, où ils nous donnaient des pistes de solutions. Donc, tu téléchargeais. Donc, vu que c'est un logiciel libre, tu télécharges sur ton ordinateur. Je suis même allé plus loin que dans le code pour vraiment comprendre la patente. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, puis même aujourd'hui, tu entendais beaucoup de nouvelles négatives. Puis, c'est aussi une époque aussi que le Bitcoin était beaucoup utilisé au niveau de la criminalité, donc sur le dark web. C'est parce que c'est encrypté. Ouais, Crypto-monnaie, un peu comme dans le temps des BlackBerry. On textait en cachette. En tout exact. cas, les courriels, ça ne fonctionne pas si on peut s'en rendre compte. Hein? Donc, les premiers utilisateurs, c'était ça. Donc, c'était vraiment les gens sur le dark web qui s'achetaient de la drogue, les documents contrefaits, la criminalité. Puis ça, évidemment, ça a eu une tâche sur le Bitcoin. Mais après cela, vous avez eu les premiers investisseurs qui sont arrivés, la Silicon Valley et tout ça. Puis c'est là que moi, j'ai commencé à voir ces nouvelles. J'étais analyste chroniqueur au Canal Argent à cette époque-là, où que, ça m'amenait tout le temps à analyser des compagnies ou des nouvelles tendances parce que j'avais vraiment une tendance forte au niveau de la technologie. Donc, je m'intéressais beaucoup à cela. Et c'est là que, un de mes amis, qui s'appelle Mehdi d'ailleurs, m'a envoyé un article sur le Bitcoin. Il m'a dit, regarde cela. Puis c'est là que vraiment l'aventure a commencé. Mais il a vraiment fallu que je m'éduque. Puis d'ailleurs, si je peux faire peut-être une parenthèse sur l'éducation, on sait on est dans une ère de désinformation et aussi il y a une abondance d'informations, ça va dans tous les sens. Il y a un écosystème de formation qui est disponible aujourd'hui. Là. C'est Cobalt Investissement. Ça a été fondé par Gaétan Royer, un ancien joueur de la NHL. Puis vraiment, lui, ça fait plusieurs années qu'il est là-dedans. Il y a une très, très grande présence québécoise. Probablement même dans tes auditeurs, il y en a qui sont de ses clients. Et lui, vraiment, il a développé un écosystème au niveau de l'analyse technique et fondamentale pour justement les gens, de plus en plus de personnes veulent mettre la patte sur leurs finances. Donc, oui, il y en a que ça va être sous gestion, mais de plus en plus, les gens veulent commencer à regarder cela, que ce soit investir à la bourse, le faire par eux-mêmes, mais il faut le faire d'une bonne manière. Il faut apprendre et être épaulé par rapport à ça. Donc, pourquoi je vous parle de ces formations, c'est que je suis venu à développer une formation sur le Bitcoin et les crypto-monnaies qui est la base, qui aide justement les gens à démystifier et avoir vraiment une base pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, si ça peut intéresser les gens, c'est quelque chose à regarder là, à ce niveau-là. Que ce soit, vous pouvez m'écrire sur mon profil Priscilla Audet, soit sous le live, peu importe. Si vous avez besoin de texter aussi CGMD, on va vous donner l'information. Et justement, tu dis que tu donnes des formations. Quand on fait des placements, moi, j'ai la chance d'être accompagnée par une personne extraordinaire, gestion AMT pour mes finances, mais même à ça, je comprends rien presque de ce que je fais. Puis elle me fait répondre à un questionnaire. C'est quoi ton niveau de risque? Moyen, là. Je sais pas quoi te dire. Mais encore aujourd'hui, je t'en ai parlé. Parce que veux pas, si j'invite Julien, c'est parce que je crois en ce qu'il fait, je sais qu'il est crédible. Et oui, j'en ai donné de l'argent parce que c'est pour ça qu'il est assis là. J'invite pas juste des invités pour inviter des invités. Je veux vous ayez, les gens, la vraie information. Moi, mon argent est placé, mais je peux même pas dire encore aujourd'hui que je comprends. Fait que tu te rends compte que le problème, comment il est grave, qu'on comprend même pas nos placements. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Là. Je serais curieuse de savoir la moyenne des gens. C'est correct aussi. Il y a des spécialistes pour ça au niveau des placements, des conseillers financiers et tout. Moi, ce que je dis, c'est que c'est surtout pour les gens qui veulent mettre la patte dessus. Donc, il y a du monde qui veut, hey, je veux comprendre un peu plus. Et moi, je veux finances. comprendre plus. Puis c'est pour ça qu'on est content que tu existes. Mais il faut vraiment s'informer. Il faut vraiment se former. Donc, j'ai parlé de Cobalt Investissement à ce niveau-là. Mais sur le Bitcoin, donc, ça, c'est une formation que j'ai fait que les gens, c'est accessible. Puis, on accompagne les gens là-dedans à faire des transactions de manière sécuritaire. Donc, pour répondre à ta question, à cette époque-là, c'est vraiment mon background, puis mon éducation et après mes convictions. Donc, moi, j'avais des ambitions de devenir entrepreneur et tout ça. Puis, j'avais vu les tendances. Donc, il y a des tendances très, très fortes. En ce moment, on est dans la tendance du AI, bien sûr. Donc, l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie, même si en ce moment, ça prend pour son rhume parce qu'évidemment, on est dans un marché baissier. Je lève ma main. Quand tu dis les tendances, est-ce que visuellement, il y a un graphique que tu suis? Parce que des tendances, pour les regarder, on regarde quoi? Les tendances, tu vas regarder l'engouement. L'engouement, beaucoup, c'est les médias sociaux. Tu vas regarder aussi l'engouement des grands investisseurs. Donc, moi, des fois, je vais regarder les sites ceux qui investissent les startups, qui investissent dans les startups comme Y Combinator et tout ça.
Donc, je suis capable de voir les différentes cohortes et tu vois c'est quoi la tendance, c'est où qu'ils mettent leur argent. Je comprends. Donc, en ce moment, c'est beaucoup le AI. bien Follow the sûr. money, comme ils disent. Oui, donc tu vois, c'est que ça va créer, en anglais on dit fulfill prophecy, donc plus il y a d'engouement dedans, plus ultimement, mais ça va se créer, ça va créer soit ce marché et tout ça. Et donc, à cette époque-là, donc, on venait d'une très grande tendance qui était au niveau des médias sociaux, les technologies qu'on ne comprenait pas encore beaucoup. Euh, puis, avec l'avènement d'Internet, et vraiment, c'est là que j'ai compris, ce n'est pas normal qu'en ce moment, on ait des messages textes, on a des vidéos instantanées, mais que quand vient le temps de s'échanger de l'argent, c'est impossible. Il faut que je demande l'autorisation. Il faut que, si je t'envoie un virement de 10 000 ou plus, il faut attendre 2-3 jours ouvrables. Pourtant, tout est numérique. Écoute, j'ai acheté ma voiture avec de l'argent que j'avais dans mon compte à moi. J'ai dû payer des frais importants pour Ouais. faire une traite bancaire pour utiliser ma propre argent pour acheter mon propre char. Ouais, non, C'est pas, je vais pas acheter de la drogue, là. exact. Donc, il y a un très, très gros contrôle par rapport à ça. Puis, dans l'ère du numérique, j'étais comme non, c'est juste normal qu'il y ait une forme de monnaie qui n'a pas d'autorité centrale et qui peut se téléporter et qui n'a pas de territoire. Sur Internet, il n'y a pas de territoire. Il y a des gens qui doivent écouter je ne sais pas, au Mexique, Oui, ben n'importe oui, où. ma belle, oui, au Exact. Mexique, j'en ai un peu partout, exactement. Exact. Il n'y a aucun territoire et tu ne demandes pas l'autorisation au départ pour pouvoir le faire. Donc, c'est tous ces valeurs-là. Tu sais, je pense que c'est un peu ça que tu voulais parler au niveau d'égal. Parce que Ben, c'est j'ai été très surprise d'apprendre que mes valeurs rejoignaient le Bitcoin parce que, à toi qui m'écoutes en ce moment, j'ai jugé, ça fait des années, j'ai envie de saluer mon ami Yannick, peu importe, lui va se reconnaître, il y a plusieurs Yannick qui existent, ça fait des années qu'il m'en parle. Puis l'année passée, j'ai failli, et je t'annonce, et je te l'ai dit à toi, ma banque, que je ne nommerai pas, m'a complètement empêché d'acheter du Bitcoin. Et Ouais. j'ai passé des heures à essayer de comprendre jusqu'à temps que je réalise, en allant juste poser la question à Internet, est-ce que c'est ma banque qui me bloque? Oui. Tu sais, c'est comme... C'est nuancé quand même. Dans mon temps, oui, c'est littéralement de bloquer. Moi, j'ai été des comptes fermés, donc j'ai vécu tout ça, tout ce calvaire. Mais il faut quand même être réaliste aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fraude par rapport à ça. Il faut être C'est quand même réaliste intelligent. Ouais. donc, d'un côté aussi, les banques veulent protéger leurs clients, surtout les clients âgés. Il y a énormément de fraude. Puis le Canada est dans les pays les plus ciblés par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'économiquement, on est mieux ici. Mais vraiment, des différents centres d'appel là, qui sont basés, je ne sais pas où, en Roumanie et tout ça, puis qui sont passés des heures, viens investir et tout ça. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, là, il y a beaucoup de personnes âgées qui se font avoir par rapport à ça. Et donc, dans ce sens que la banque vienne te redemander une autorisation, je le comprends. Mais c'est vrai que ça pose aussi d'autres questions. Mais là, c'est mon argent pour lequel j'ai travaillé fort, puis je ne peux pas y accéder n'importe quand. Il y a ça aussi que c'est une question qui est très, très valable. Mais au-delà de tout, c'est dans cette ère du numérique, est-ce que l'argent peut être téléportable comme on fait un message texte, une vidéo? C'est vraiment cela. Et aussi, est-ce que les gens peuvent avoir une propriété numérique qui est insaisissable? C'est ça la plus-value du BTC. Tu me fais penser, ça saute un autre sujet, les fameux MVP. Comment ça s'appelait, là, l'art là, qu'on mettait en Les ligne? NFT? J'ai Ouais. jamais compris, hein? Puis là, les vedettes, parce que veux Ouais. pas, on remarque que lorsque eux, moi je les appelle eux, c'est plus facile, veulent que quelque chose pogne, là, une trend, ils impliquent les vedettes, les gros artistes, que ce soit Lady Gaga, Justin Bieber, là, Ouais. que vous le vouliez ou non, c'est ça qui se passe. C'est des trends, comme tu dis. Puis là, ça parlait de ça, NFT, parce que je me rappelle, Hailey Bieber en vendait, ou je sais pas quoi. Mais ça a été quoi, ça, les NFT? Ça a été une bulle. Ah ben, Ça, les NFT, clairement, mais j'ai même pas encore compris, la bulle est finie. Tu sais. Non, mais t'es pas obligé de comprendre. OK, c'est bon. Même les gens qui en faisaient, qui le vendaient, ne comprenaient pas non plus. Ça a vraiment été une bulle. Malheureusement, il y a eu beaucoup de fraude aussi là-dedans. Donc, juste pour remettre en contexte, le monde de la crypto-monnaie, il y a des millions et des millions de crypto-monnaies. Puis c'est comme un mot fourre-tout qui a beaucoup de choses. Donc, évidemment, le Bitcoin, c'est elle d'importance qui représente plus de 60% du marché. Puis après, mais vous avez ces différents cryptos ou tokens qui, quand tu les regardes de plus près, ça représente surtout comme, ça agit un peu plus comme des actions d'une entreprise. Donc, vous avez ici des gens, puis c'est ouvert, hein, c'est un marché qui est complètement ouvert. Il y en a que tu peux savoir c'est qui, d'autres que tu ne sais pas c'est qui les fondateurs. Ils vont mettre en place une plateforme, puis ils vont émettre des jetons.
Mais comment que c'est transigé et tout ça, ça représente vraiment, c'est transigé un peu plus comme des actions qui, ben, la majorité de cas, ne sont pas régulées. Alors, il faut que les gens fassent attention par rapport à ça. Puis les NFT, l'idée de base, elle est bonne. D'avoir des jetons non fongibles. Donc, j'émets de l'or numérique, 1000 unités qui sont complètement différentes chacune. Et puis, ben, après, c'est les gens qui vont déterminer c'est quoi cette valeur. Pourquoi elles ont une valeur, c'est qu'elles vont être inscrites sur le réseau, donc le blockchain. Mais ce qui était difficile dans cette époque-là, en 2021, c'est que on était encore... C'était pas comme aujourd'hui, en fait. Il y avait différents réseaux, il y avait des réseaux qui étaient centralisés. Donc, les gens n'étaient pas capables de savoir, de déterminer est-ce que ce NFT a vraiment une valeur ou c'est juste un hype. Pourquoi tu vas payer 1 million pour une image JPEG Je comprenais pas. que tu peux répliquer facilement sur un autre réseau? C'était Mhm. vraiment cela, en fait, Ouais. à cette époque. Mais ce que ça a amené quand même, c'est que ça a amené une porte. En 2021, je me rappelle, donc on avait énormément, beaucoup de transactions des investisseurs de On détail. était beaucoup sur l'ordinateur. Ça a été Oui. une explosion pour TikTok et tout ça. Exact. Donc, ça a amené les gens à, OK, ils sont peut-être rentrés par l'NFT ou par d'autres cryptos. Puis là, quelques-uns d'entre eux se sont mis à plus s'intéresser sur, oh, regarde le fondement, comment ça a commencé, regarde c'est quoi le Bitcoin, regarde où est-ce qu'elle est la vraie source de valeur. La valeur, je vais parler à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup ça, qui ne connaît pas ça. Bon, l'or ou l'argent ou le dollar américain, ça a une valeur parce que le pays a une certaine valeur selon ses richesses. C'est comme ça qu'on détermine la valeur de l'argent, selon les richesses du pays, ses avoirs. Oui, et oui, elle est déterminée en fait, si on regarde notre monnaie, elle est déterminée par ceux qui l'émettent. Donc, si on regarde le dollar US, mais sa valeur, techniquement, c'est la confiance dans le gouvernement américain, dans l'armée. C'est Donc, pas c'est tout en ça. lien avec leur richesse du pays, le pétrole et tout ça. Aussi. OK, mais il y a plusieurs facteurs. Oui, exact. Mais ce qui arrive avec les monnaies qu'on utilise, c'est qu'elles te sont imposées. Tu n'as pas le choix de les utiliser. Donc, tu vas au Mexique ou ailleurs, tu n'as pas le choix d'utiliser la monnaie qui t'est imposée par rapport à ça. Et donc, de facto aussi, sa valeur, même si elle est étrangère sur les marchés, mais c'est vraiment les émetteurs qui, par les moyens, donc la Fed va nous dire au niveau des taux d'intérêt, donc quand il y a trop d'argent en circulation, mais ils vont venir monter les taux d'intérêt, ce qui fait que les gens vont rapatrier l'argent à la banque. Quand que il y a un manque d'argent ou ils ont besoin de stimuler l'économie, ils vont se mettre à baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à, d'une certaine manière, pas manipuler, mais avoir une emprise sur la valeur de l'argent qu'ils émettent. Donc, qui émettent littéralement. Donc, tu sais pas il y a combien d'argent en circulation. Ils peuvent en émettre n'importe quand. Donc, si on suivait l'offre et la demande, probablement que le dollar US, le dollar canadien ne vaudrait pas ce qu'il vaut sur les marchés d'échange. En fait, probablement, il ne vaudrait pas du tout. Parce qu'il en imprime beaucoup. Exact. Ce qui est le cas du Bitcoin, en fait, le Bitcoin, c'est complètement différent dans la mesure où on sait, à un moment T, même ce matin, on peut dire qu'il y a tant de Bitcoin en circulation. Okay, je pense qu'on est à 20 millions. Il n'y a pas du blanchiment de Bitcoin, là. Non, on sait exactement il y a combien de Bitcoin en circulation. On sait la création qui est faite par jour. Et on sait aussi la distribution de ces coins. Donc, c'est distribué comment. Puis aussi, c'est qui participe à sécuriser le réseau et qui est récompensé pour ces BTC. Donc, c'est vraiment un système, c'est complètement ouvert, en fait. C'est l'inverse de notre système qu'on a actuellement. Et il n'y a personne qui t'impose à l'utiliser. Ça, c'est l'autre chose qui est bien. C'est un système qui est ouvert, que personne n'est imposé à l'utiliser. Vous l'utilisez si vous avez besoin. Beaucoup de gens vont l'utiliser quand ils vont se retrouver dans des situations comme hey, ma banque m'a fermé mon compte de banque, puis j'ai vraiment besoin d'envoyer de l'argent, ou hey, je viens de me faire saisir, puis là, j'ai peur. J'aimerais ça en moins avoir parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a moins d'argent cash aujourd'hui. Ultimement, tout va dans le numérique. Alors, il y a des gens qui vont avoir du Bitcoin parce que c'est comme leur nouvelle forme de monnaie qui, avant, c'était le cash, mais maintenant, c'est en numérique. Donc, c'est propre à chacun, mais personne n'oblige les gens à l'utiliser. Comme tu disais, maintenant, c'est de plus en plus dans les banques. Moi, j'ai des placements avec ma conseillère qui a du Bitcoin ou qui a de la crypto-monnaie à l'intérieur. J'étais intéressée à avoir du brut, comme on pourrait dire. Ouais. Et on peut te comparer à pas une banque, là, mais tu es aussi fiable. Je ne sais pas comment dire parce que vulgariser ton titre, ton poste, comment on t'utilise. On est un courtier.
Un C'est un courtier. courtier, tout simplement. Ouais. Parce que tu n'es nous, pas un Vincent Lacroix là, qui va fourrer le Non, monde. Là. non, C'est non. ça l'affaire. Là. Mais c'est parce qu'il y a ça aussi, on peut faire. Mais pourquoi lui? Ouais. Puis encore là, il y a bien des gens qui ont perdu de l'argent avec des mauvais placements et tout ça. Ben, l'un des placements, en fait, c'est malheureux parce que le Bitcoin, autant que vous avez des bonnes choses, des bons acteurs dans ce milieu, autant c'est aussi, ça appelle beaucoup de scammers qu'on appelle Mhm. et de fraudeurs. Donc, juste nous, qu'est-ce qu'on fait chez Value X, que d'ailleurs, on va changer de nom. On a une refonte qui s'en vient dans les prochains mois. Là. Après 6 ans, on a décidé là, de se réinventer, si je peux dire. C'est qu'en fait, nous, les transactions sont directes. C'est comme un bureau de change virtuel. Les gens nous envoient des dollars canadiens, on leur envoie des bitcoins, ou ils ont besoin de vendre des bitcoins, puis on leur envoie directement des dollars canadiens. Parce que aujourd'hui, avec les différentes applications, tu peux avoir ça sur ton téléphone cellulaire, tu peux avoir ça sur un ordinateur ou sur des appareils là, qu'on appelle des trésors. Donc, mais malheureusement, ce qu'on voit beaucoup, puis même parmi des gens qui nous contactent sur Internet des fois, puis c'est malheureux, des gens qui sont fait frauder que ils ont acheté la crypto-monnaie, ils l'ont laissé sur une plateforme ou ils l'ont envoyé à quelqu'un qui leur promettait des intérêts, l'investissait ailleurs. Ça, c'est vraiment malheureux, mais évidemment, quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se dire c'est trop beau pour être vrai. Okay? Si c'est probablement trop une fraude. facile, c'est toi le produit. Puis là, d'ailleurs, Ouais. on n'a pas le choix d'ouvrir cette porte-là. On nommera pas de nom, rien. Il y a beaucoup de marketing de réseau qui se sont associés à la crypto-monnaie en Oui. se disant on a les meilleures formations, on va vous former, on a les meilleurs taux, on a les meilleurs inside, quand acheter, quoi acheter. On pense quoi, là, de ça? Écoute, on est dans un monde ouvert. Hein, c'est C'est le C'est- libre choix. c'est le libre choix, mais les gens ont le libre choix, mais il faut vraiment s'informer. Puis, regarde, s'ils sont vraiment tentés, à la limite, qu'ils mettent des sommes qui sont prêtes à perdre, OK? Parce que je le dis de même, parce que c'est malheureux, hein, parce que même quand c'est trop évident que c'est une fraude, les gens le font pareil. Je sais pas pourquoi, mais, Ah, mais moi, je le vois souvent. En fait, moi, je me fais encore des faux comptes, puis les gens ils pensent Ouais. que c'est moi qui leur parle et tout ça, tu sais. Il y a beaucoup d'ennuis là-dedans, il y a beaucoup de... Il n'y a pas du gain aussi. Il n'a pas du gain. Puis ça joue beaucoup sur les émotions. Non, je dirais vraiment, il y a s'informer. Il y a tout simplement, tu tapes la compagnie et tu tapes des mots comme fraude, scam sur Google, tu vas voir, il y a sûrement d'autres personnes qui sont faites déjà avoir par ces plateformes-là. Sinon, il faut vraiment, vraiment s'informer puis demander de l'aide aussi. Là. Dans le fond, pas qu'ils sont nécessairement des fraudes, mais la seule façon, mettons, on est Québécois, puis on va dire, mettons, les vraies affaires. Moi, j'ai la chance d'avoir voulu apprendre l'anglais, puis je me débrouille, donc je peux fonctionner en anglais. Ouais. Quelqu'un qui ne parle pas anglais, puis qui veut s'informer en crypto-monnaie. Là, tu m'as dit qu'on a Cobalt, investissement. Ouais. Parce que tu as YouTube aussi, mais encore là, YouTube, tu sais jamais Ah, si... mais en français, il y a quand même une très grande communauté. Il y a beaucoup d'informations en français. Mais la même. bonne information de la bonne personne à qui on veut parler. C'est pour ça, des fois, je trouve que on peut facilement se perdre. Fait que toi, on va partager tes liens comme Valeo X, ouais. puis ton partenariat avec Cobalt, c'est ça? Oui, ça, Si je me c'est trompe vraiment pas. spécifique pour les formations, donc de Ben, c'est ça, Bitcoin je veux pour que la les gens, base, ils- que je pense que les gens devraient avoir. Puis après, ils vont être capables de naviguer dans cet écosystème et ils vont être capables de voir les différents pièges qu'il y a partout parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Puis comme aujourd'hui aussi, avec tous les campagnes, pas de salissage, mais Avant d'informations qu'on a. de passer à ça, rions un peu d'un mime que j'ai vu sur Internet d'un cheval qui pleure, je sais pas trop, et ça dit ceci. Moi qui console mon ami quand je lui ai conseillé d'acheter des bitcoins quand il était à 102 000 et Ouais. là, aujourd'hui, il a perdu beaucoup. La vision du bitcoin, c'est vraiment regarder vraiment loin dans le fond de ta courbe. Hein, parce que, là, 6 mois, il était à 102 000, si je ne me trompe pas. Oui. Mais là, on parle-tu en US ou en canadien aujourd'hui? Là? C'est mieux de parler en US. Moi aussi, c'est ça. Parce Donc, que canadien, ça varie tellement, mais la devise mondiale, c'est le dollar US en ce moment. Donc, c'est mieux parfait. de Donc, parler en US. parlons US. Là, 6 mois environ, le bitcoin valait combien? Bon, à pas son 6 plus haut mois. À dernière. son plus haut, c'était 125 000 Ça, c'est US. quand, ça? C'était en octobre, si je ne me trompe pas. Puis, je me rappelle, au mois de mars l'année passée, où que je n'ai pas été capable d'en acheter, il était autour de 85. Ouais. Puis aujourd'hui, on est dans un peu en bas de 70 000. Donc, on a eu un crash qu'il y a eu récemment. Là. Un crash qu'on Ouais. est pas mal au fond de la courbe, là. Je pense qu'on... Peut-être pas. Personne ne sait. Là, Ben moi, je parce dis qu'on que est oui, dans parce une- que j'ai acheté là. Fait que moi, j'ai décidé que oui. Mais c'est ça. Fait que si, mettons, ça t'est arrivé, là, il faut surtout pas vendre de peur. Hein? C'est ça, Julien. Fait que moi, je suis pas une
connaisseuse. Alors, toi, selon ça, Bon. émotivement parlant, ce qui est en succès, c'est parce que tu t'es détaché de tes émotions. L'argent, ça va pas avec l'émotion. Non, il y a deux aspects à regarder ici. Premièrement, tout actif, toute source de valeur a ses différents cycles, ses forces. Donc, on est souvent des marchés haussiers et marchés baissiers. Le Bitcoin, on est peut-être à sa quatrième ou cinquième cycle. Donc, je donne un exemple, c'était déjà monté jusqu'à 1 000 $, ça avait craché à 100 $. OK? On parle de plus de 80-90% de chute. Puis, c'est une période après par laquelle on disait que le Bitcoin était mort. Tu as toutes les nouvelles négatives inimaginables qui arrivaient, Ça, que c'est ça quand allait c'est vers arrivé, zéro. ça? On parle de 2013 à 2015-2016. Toi, t'es arrivé... C'était dans ces eaux-là environ. OK. Puis par la suite, vous avez eu la montée de 2017 où que le Bitcoin est parti de environ 1000-2000 à plus de 20 000. Vraiment une exubérance en quelques mois. Puis après, il y a eu un crash donc de 2018 à environ COVID, là, 2020. Même chose encore, vous avez beaucoup de nouvelles par rapport à ça, c'est mort, mais la réalité est la suivante. C'est que vous avez ici il faut voir le Bitcoin, c'est pas juste une source de valeur, c'est un réseau. Donc, c'est vraiment un réseau où il y a des gens qui adoptent ce réseau. Donc, les gens qui l'adoptent, c'est qui? C'est des compagnies qui ont des employés à travers le monde, qui ont besoin de les payer en Bitcoin ou en crypto-monnaie. C'est des entreprises qui offrent des services directement en Bitcoin. Et donc, plus il y a de gens qui adoptent ce réseau, plus ce réseau a de la valeur. L'autre élément qu'il faut regarder, puis là, c'est là que peut-être que les gens n'ont pas ces convictions-là. En ce moment, selon moi, le prix que les gens payent, c'est ton coût d'entrée dans le système. Mais plus tard, probablement, quand je dis plus tard, on parle dans une vingtaine d'années, Mhm. on ne parlera pas de revendre et de revenir dans le dollar canadien ou dollar US. Puis ça, c'est difficile à saisir pour les gens. Puis ça, c'est mon opinion en passant. C'est difficile à saisir pour les gens, mais peut-être l'analogie à faire, c'est avec Internet. Il y a eu un avant et après Internet. Donc, les gens, tu as adopté Internet, qui fait qu'aujourd'hui, c'est incontournable si tu es pour faire de la business et tout. Mais il n'y a pas d'après Internet, tu reviens dans le monde réel, si je Je peux dire. comparais l'intelligence artificielle, ben, mettons les bots qu'on utilise, ChatGPT, à la voiture à essence, les chevaux et les calèches. Il y en a qui ont été réfractaires, c'est sûr, qui ont eu peur à l'époque, c'est sûr, mais on n'a pas dit, ben là, moi, je vais aller à Montréal en calèche, je ne prendrai pas le char. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'optimiser ta vie avec les technologies. Et le Bitcoin, ça serait ça. La crypto-monnaie, on parle de Bitcoin parce que c'est comme, c'est-tu le frigidaire des réfrigérateurs? Euh, si Le tu veux. skidoo des motoneiges? Si tu veux. C'est une façon Mais de non, parler. c'est vraiment la plus... C'est elle qui est la plus adoptée et c'est aussi, elle, la monnaie la plus décentralisée. Parce que ça aussi, on parle ici d'une monnaie qui est neutre. Neutre dans tous les pays, elle a la même valeur. Et de là, mes valeurs personnelles, je me dis, crime, on peut-tu s'aimer tout le monde? C'est vraiment ça. Et on va aller dans le fait aussi, là, pourquoi que ça joue sur la valeur, peut-être un peu les scandales et tout ça. Et j'aimerais aussi, après, entendre parler de tes prédictions parce que on entend souvent parler que on ne sait pas ce qui s'en vient. Tu sais, on n'aurait pas pu deviner qu'Internet allait être créé. En tout cas, moi, personnellement, même si l'armée l'utilisait, tu ne peux pas dire un jour, hey, c'est sûr qu'on va avoir Internet, tu sais, on va se parler à travers les emails. La réalité va être quoi? Tu sais? Est-ce qu'il va y avoir le Bitcoin, puis il va y avoir même d'autres choses, puis on n'utiliserait même plus l'argent? Tu sais, on ne sait pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Bon, c'est difficile de faire des prédictions. Personne n'a de boule de cristal. Je peux vous dire un peu ce que je vois au niveau des tendances. Je ne peux pas faire de prédictions sur le prix, ça c'est impossible. Je n'ai même pas le droit d'ailleurs. Mhm. La première des choses, c'est qu'on est dans un... Il faut regarder... Notre civilisation a toujours eu des monnaies mondiales. Donc, depuis, avant, c'était en ce moment, c'est le dollar US. Avant, c'était britannique. Après, tu remontes dans l'histoire. À un moment donné, c'était Portugal, l'Espagne. Donc, toutes les puissances mondiales avaient leur monnaie mondiale, donc leur effigie, que c'était la référence au niveau mondial. Je crois qu'on s'en va dans un monde qui va avoir plusieurs monnaies, plusieurs sources de valeur selon le territoire ou le réseau où ce que les gens vont transiger. Je ne crois pas qu'on va revenir à une autre source, une autre monnaie nécessairement mondiale. Et dans ce sens-là, si on voit Internet comme un territoire, okay, comme pas un pays, mais comme un espace, selon moi, la meilleure forme de valeur, okay, donc la valeur sur laquelle on peut baser tout le reste, selon moi, c'est le Bitcoin en ce moment, et de très, très loin. Ce n'est pas les monnaies qu'on a en ce moment fiduciaires, ou qu'il y a des autorités centrales qui vont vraiment avoir un poids pour déterminer leur valeur. Moi, je crois que ça va rester. Mais à
à plus petite mesure. C'est comme la différent monnaie du d'autres États. peuple. C'est un peu quétaine de dire ça, mais on peut dire crime, c'est à nous parce qu'ils n'ont pas, eux, même s'ils voudraient avoir le contrôle. Ils n'auront pas le contrôle en soi, mais ils peuvent avoir beaucoup de monnaie. Donc, ils peuvent aller en accumuler, mais ils n'ont pas de contrôle sur l'émission du nombre de bitcoins, sur la politique monétaire du bitcoin. Mais sur sa valeur, à un certain degré, s'ils en accumulent beaucoup, donc si un pays en accumule beaucoup de BTC, à une certaine mesure, ils peuvent quand même avoir un impact sur son prix, si je peux dire, donc sur son prix d'échange. Mais en soi, ils n'ont pas d'impact sur ou d'influence sur la monnaie, sur le réseau, comment il est structuré et tout cela. S'il y a plus de Canadiens qui sont propriétaires ou qui ont des actifs en Bitcoin, est-ce que ça augmente la valeur du pays monétaire? Là, c'est sûr puissance. qu'on rentre dans d'autres théories, OK? En ce moment, ce qu'on a vu dans la dernière année et demie, on a vu un pays qui est les États-Unis qui a fait un shift 180 degrés où ils ont déjà fait ça dans le passé en passant avec Internet. Donc, ils l'avaient fait avec la Silicon Valley où ils avaient vu les tendances venir puis on dit, OK, on va créer notre hub ici pour tout ce qui est des technologies au niveau d'Internet. Puis quand vous regardez les plus grosses entreprises, c'est des compagnies américaines qui œuvrent dans cette sphère-là. Et ils ont fait la même chose avec le Bitcoin, de dire, OK, ils partaient d'une politique où ils bannissaient, que c'était rendu difficile pour les entrepreneurs dans ce milieu-là, à maintenant, on vous accueille, on enlève la réglementation, on rend que c'est plus facile pour tout le monde de transiger là-dedans. Et ils veulent en quelque sorte l'ajouter comme valeur stratégique, comme le dollar US en ce moment comme valeur stratégique. Il y a des réserves de pétrole, il y a des réserves d'or, il y a un basket de plein d'autres monnaies mondiales. Et ils veulent le rajouter comme réserve parce que le Bitcoin, ça vaut plus de 1000 milliards. Nous, c'est Hydro-Québec, exemple, qu'on a comme réserve. Oui, exact. Une valeur Donc, qu'on il a. faudrait que le Canada, mais encore là, tu rentres dans la politique, tu rentres aussi dans les manières de penser, etc. Mais c'est possible. Le Canada pourrait arriver et dire on veut ajouter le Bitcoin dans nos réserves. Ils peuvent le faire parce que de plus en plus de pays, il n'y a pas juste les Américains qui sont en train de le faire. De plus en plus de pays commencent à mettre le Bitcoin comme réserve stratégique. Évidemment, au niveau de la législation, c'est plus long, la bureaucratie et tout. Mais on voit la tendance venir que il doit y avoir même des juridictions où que tu vas aller là-bas, puis le Bitcoin, mais tu n'as pas de taxes, tu n'as pas d'impôts à payer. C'est un entrepreneur qui œuvre. Imagine, ça veut dire qu'on pourrait acheter une maison avec des bitcoins et ne pas payer les taxes de bienvenue, les taxes de ci, sûrement pas parce que c'est pas la même législation, là, mais Non, moi, je pense que tu continueras à les payer s'ils l'adoptaient ici. les impôts, c'est différent. Tu paierais la même chose. C'est On un paie moyen les de paiement. impôts sur Oui, les... tu payes la même chose. Okay. C'est un moyen de paiement. Il faut que tu le vois comme un véhicule de paiement parce qu'en ce moment même, tu peux payer n'importe quoi en Bitcoin. Évidemment, c'est au moment de la transaction, on évalue c'est quoi la valeur en dollars canadiens. Puis tout ce qui est des charges fiscales, tout est calculé à ce niveau-là. Là. Donc, mais ce que je dis, c'est que dans certains pays, comme par exemple le Mexique, ils peuvent faire ça, mais en Amérique du Sud, bien, tu auras pu à... Ils déréglementent ou que les entrepreneurs vont pouvoir s'établir là-bas. Et au niveau fiscal, c'est vraiment plus avantageux. Un peu comme dans le temps aux États-Unis, quand il y avait au niveau de différents hubs, je pense que c'était en Californie. En ce moment, c'est au Texas où que, le taux d'imposition des entreprises est vraiment bas. Fait que ça amène beaucoup d'entrepreneurs à mettre leur siège social là. Mm-hmm. Et bien, ça aide pas à la province, mais à l'État, en fait. On va avoir beaucoup de questions sur les finances. C'est sûr, je vais te réinviter. Et là, Alain, dans l'air de guerre, tantôt, tu vas parler justement, les États-Unis ont fait un virage un peu côté politique. Et c'est ça qui fait un peu la tollée, des fois, dans la valeur du Bitcoin, dans les achats, dans les reventes, je pense. Alors, moi, j'ai été envoyé un article. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça serait pas Satoshi Sakamoto, ça serait Epstein qui serait derrière le Bitcoin. Et là, toi, tu avais déjà les informations froidement. Tu m'as répondu en sachant très bien de quoi tu parlais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? On est dans une ère de désinformation. Puis, évidemment, le Bitcoin ou les crypto-monnaies, autant c'est attaqué de l'extérieur et même de l'interne, parce qu'il y a différentes crypto-monnaies aussi qui voudraient avoir le spot du Bitcoin. Parce que je l'ai dit, hein, beaucoup d'entreprises offrent des services, puis ils offrent leurs tokens, leurs coins, puis ils disent achetez notre crypto qui est décentralisé, mais finalement, c'est des entreprises, en fait, qui sont là-dedans. Mais par rapport à l'histoire d'Epstein, il y a quand même, c'est fou ce qui se passe parce que
si on remet dans l'ordre, là, où que c'est venu cette désinformation un peu, c'est qu'il faut quand même le dire, ce personnage a financé beaucoup, donc pas juste le monde politique, mais aussi au niveau des technologies. Tu sais, on voyait dans tout ce qui a filtré sur Internet, en fond, les documents qui ont été released par le département de justice américain, on voyait que même depuis très longtemps, les différents PDG d'entreprises allaient soit à son île ou il y avait des dîners avec lui. Puis ça, c'est après qu'il y a eu des accusations des trucs de pédophilie. Exact. Dans le cas du Bitcoin, ce qui est sorti, là, je vous parle aujourd'hui, là, lundi le 9 février, ce qui est sorti, c'est qu'on a vu que dans les développeurs, les core développeurs du Bitcoin, donc vous avez principalement à cette époque-là, en fait, vous aviez 4 ou 5 développeurs principaux, puis après, vous aviez une centaine de développeurs qui étaient contributeurs au réseau. Puis comment que ces développeurs principaux étaient financés? C'était via des fondations. Puis là, il y avait la Bitcoin Foundation, qu'à cette époque-là, on parle de 2014-2015, je pense qu'elle a fait faillite. Puis là, donc, ils se sont cherchés une autre source de financement pour que ces développeurs, c'était pas du bénévolat, mais quand même. Est-ce que c'était eux qui faisaient le minage des bitcoins? Non, c'est les développeurs du code source, du logiciel. Alors, je sais que c'est technique, mais... Une autre fois, une autre invitation. Exact. Imagine le Bitcoin comme un logiciel libre où que tout le monde voit le code. Okay? Le code est ouvert. Il n'y a rien qui est caché. Okay. C'est pas comme, disons, tu es sur Facebook, tu n'es pas capable de voir le code. Donc, le code est ouvert. Vous aviez 4 ou 5 développeurs qui étaient vraiment principaux. C'est eux qui avaient la clé pour faire les changements au code que les gens quand tu télécharges le logiciel sur ton ordinateur ou sur des différentes machines qui minent le Bitcoin, tu roules le réseau Bitcoin. C'est ça, en fait. Mais pour venir à cela, c'est que vu qu'Epstein finançait partout, que ce soit même Hollywood et tout, il avait financé la MIT Media Lab, qui est la source qu'on a appris dans les câbles, qui était la fondation, la source de financement des développeurs du Bitcoin. Puis c'est là que ça a amené toutes ces théories de dire, est-ce que ce personnage-là a eu une influence sur le Bitcoin? Est-ce qu'il a dirigé le développement du BTC? Est-ce qu'il est même le créateur Satoshi Nakamoto? Ce qui est complètement faux. Mais c'est vrai que quand on regarde dans ce qui est sorti, c'est là qu'il y a un litige de dire, ce gars-là, il a tellement eu des pattes, l'emprise partout. Il est impliqué dans tout, en réalité, presque. Il a pu avoir une sorte, pas une influence, mais il était quand même il était prêt. Il était près des développeurs du code source du Bitcoin. Mais par contre, juste pour amener les choses à l'ordre à ce niveau-là, il n'y a aucun backdoor sur le BTC, il n'y a aucun... quand on regarde le développement, parce que moi, j'avais suivi l'histoire et tout ça, il n'y a aucune influence sur la direction que le Bitcoin devait avoir dans le futur par rapport à cela, mais ça amène ces théories de complot. Puis on est beaucoup là-dedans aussi, même dans mon époque, où on a ici une création qui, pour certains, est trop belle pour être vraie, qu'on ne peut pas croire que ça a pu grossir de même par la communauté, ce qui est le cas. Puis que le fondateur Satoshi Nakamoto a disparu après 2 ans. Donc, Bitcoin a été créé en 2009. 2 ans plus tard, le créateur a juste quitté son projet, puis ça a été remis à la communauté des développeurs. Là, il fait quoi aujourd'hui? Bon, on ne sait pas c'est qui, d'un. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est là? C'est un nom qu'on a créé? Ouais. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe? Mais c'est important pour lui qu'il reste privé parce que tu crées une nouvelle monnaie, tu es allé en prison, là, on s'entend. Donc, il aurait été emprisonné, en fait, là, littéralement. Et il y avait vraiment ces questionnements-là de garder son privacy, donc de garder sa confidentialité. Et au moment qu'il a quitté, c'était au même moment que Wikileaks, au niveau des câbles politiques, qu'on commençait à avoir un peu comme aujourd'hui avec Epstein, on commençait à avoir beaucoup de divulgation des secrets d'État et tout ça. Et puis, les gens de la communauté Bitcoin avaient proposé à Wikileaks d'accepter les dons en Bitcoin parce qu'ils commençaient à être barrés de partout. Donc, PayPal les avait barrés, Visa, Mastercard pour leur financement. Puis là, mais c'est là que les gens ont commencé à faire des donations en Bitcoin à Wikileaks. Et là, donc, ça a aidé Wikileaks à continuer à opérer malgré l'embargo mondial. Wikileaks, c'est un site... Les gens iront taper dessus, mais Wikileaks, là, c'est un des sites. Après, vous avez eu les Edward Snowden qui sont comme arrivés, qui ont divulgué les secrets d'État. Là. Donc, c'est là qu'on a vraiment su qu'est-ce que les gouvernements, comme le gouvernement américain, font réellement
dans leur politique étrangère au niveau des différents pays, les regime change, comment ils changent des régimes et tout ça. Donc, on a appris des choses que les gens ne savaient pas du tout. Et ça a été financé par le Bitcoin. On a pu C'est savoir pas tout que ça a ça. été financé, c'est que eux recevaient des dons sur Internet des gens. Puis les gens payaient via la carte de crédit, ils payaient par PayPal. Puis quand c'est sorti, puis c'était devenu trop gros, Oui. ils se L'argent sont était fait... bloqué. Exact, sont fait bloquer. Puis là, les gens de la communauté ont proposé, hey, tu pourrais accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Puis même encore aujourd'hui, ils continuent à être... à recevoir, là, on est capable de voir leur portefeuille, ils continuent à recevoir là, des dons en Bitcoin. C'est comme quand tu tombes sur la bonne personne, la bonne vedette pour promouvoir ton produit et tu es connu, puis après ça, ben, c'est là que tu exploses. Ouais. Alors, Mais dis-moi... juste pour Oui. venir, je revenais à ça, c'est que quand c'est arrivé au niveau de Oui. Wikileaks, c'est là que le Bitcoin a commencé à faire les manchettes. Donc, vous avez Wikileaks que dans les médias, évidemment, ça paraissait plus ou moins bien. En fait, ça paraissait pas bien du tout. Puis en même temps, hey, ils sont financés par le Bitcoin. Ça a fait beaucoup peur au fondateur Satoshi Nakamoto. Donc, c'est à un même moment il a littéralement quitté le projet. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, mais après, moi, je crois que s'il n'avait pas quitté, on n'aurait pas le Bitcoin qu'on a aujourd'hui. Ce qui est paradoxal. Mais on parle ici de... il faut qu'on ait ici une plateforme qui est décentralisée, ouverte à tous, et qui n'a pas de gourou qui vient te dire tu devrais faire ça et ça. Donc, c'est vraiment le libre marché. Vraiment, s'il n'avait pas disparu, non, je ne pense pas que le Bitcoin serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est triste, mais il y a beaucoup de grandes entreprises. Je ne veux pas en nommer une, puisqu'il y en a une, justement, une Canadienne, québécoise, qu'il a fallu que le créateur se retire pour le succès de la compagnie. Okay. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et justement, c'est ça qui est drôle, c'est que là, quand Trump a voulu aimer la crypto, ben là, les gens décident de pas aimer la crypto. Je pense qu'il faut juste retirer la politique de ça. Ouais, c'est malheureux. Se calmer les émotions, puis il faut appeler Julien. Alors, comment qu'on te rejoint? Parce que, sincèrement, si tu t'es posé la question, j'ai-tu envie, moi, d'avoir du Bitcoin? Bien, lance-toi. Puis ça peut être 100 pièces, ça peut être 500 pièces. Je pense pas qu'il y a de minimum. On n'est pas obligé de mettre 10 000. Comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de minimum sur les montants que les gens veulent transiger dedans. Ils peuvent juste aller tester. Nous, on a un minimum de transactions, mais si les gens veulent nous contacter, écoute, ils ne sont pas obligés de faire affaire avec nous. Là. Non, donc, nous, on leur dit vraiment l'état des lieux. Selon les montants qui ont besoin de transition, on leur dit, OK, mais ça, peut-être, tu peux aller voir telle entreprise par rapport à cela. Mais oui, pour nous contacter, il y a notre site web, Valeo X. Vous pouvez m'écrire ou taper mon nom, Julien Mbony, M-B-O-N-Y. Nous appeler sur notre numéro de téléphone. Donc, vous allez voir, en tapant notre nom sur Google, vous allez facilement trouver.